Alors, on va parler de conversation ensemble. C'était intéressant de voir effectivement ce que c'était ce terme. On aurait pu jouer au bullshit bingo et se dire que ce mot conversation était de plus en plus utilisé. Et en fait, la première question à se poser finalement, c'est se dire, ok, on parle de conversation parce que vous avez peut-être entendu parler de Slack, j'espère en tout cas, qui a été valorisé beaucoup d'argent, dirons-nous. Quelques milliards. Quelques milliards. Et donc, tout le monde s'est dit « Ah, trop cool, la conversation, c'est fantastique. Trop cool, on va mettre des chats à peu près partout sur les sites de e-commerce. » Tout d'un coup, Facebook a lancé son bot. Donc, sur Messenger, on peut développer des robots. Bref, il y a une actualité autour de la conversation qui est absolument énorme. Et donc, c'est intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui et qu'on essaye d'aplanir un peu les choses. La première question que je vais avoir pour vous, et puis en fait, même pas la première question, je vais commencer par vous présenter, ce serait pas mal. Simon Robic, donc toi tu travailles chez iAdvice, tu es Product Manager, donc c'est une plateforme de commerce conversationnel, c'est une start-up nantaise. Tout à fait. Ensuite, à tes côtés, il y a Anas, qui est chef Product Officer chez Jam. Donc Jam, c'est l'ami de tous les étudiants, donc c'est une plateforme conversationnelle pour les étudiants. Ensuite, tu as à côté Julien de Julitesque, pardon. Donc c'est un assistant de prise de rendez-vous par email, et donc effectivement on est encore dans de la conversation puisque c'est trouve-moi un rendez-vous avec machin, et lui il va se débrouiller pour vous trouver un rendez-vous via la conversation, via l'échange de mails. Et puis sur ta gauche, mon dernier invité, c'est Alban, il travaille chez Envoice, et Envoice c'est une, j'ai marqué intelligence artificielle de recommandation, beaucoup de gros mots. En gros, tu vas être le monsieur tech, big data, la compréhension de comment ça marche, ces fameux robots. On va commencer par réfléchir et se poser une question sur un truc. En fait, est-ce que la conversation, c'est si nouveau que ça ? Hier, on parlait du fameux Web 2.0, ce fameux web social. Finalement, on se rend compte que ce web social, c'est plus une plateforme de publication. Finalement, combien de boîtes répondent vraiment aux commentaires sur Facebook et combien sont vraiment dans une démarche de conversation ? Simon, ça m'intéressait déjà de poser la première question et de se dire pourquoi fondamentalement aujourd'hui on passe une autre phase, cette phase de conversation, et en gros en 2-3 lignes, quelles sont les grandes transformations que cela apporte ? En fait, c'est un retour aux sources, je pense, c'est-à-dire le début du web, des gens ont dû commencer par s'envoyer l'équivalent d'un email à l'époque, quoi. Donc c'est vraiment un échange de messages. Et puis, oui, il y a 10-15 ans, les grandes plateformes sociales sont arrivées sur le marché. Et un peu, je pense, par facilité, on a transformé ces réseaux sociaux en médias sociaux, et on s'en sert maintenant plus pour diffuser du contenu de façon un peu descendante. Et aujourd'hui, en grande majorité, l'usage des marques des réseaux sociaux ou des médias sociaux, c'est finalement ce qu'elles font un peu depuis toujours à la télé ou à la radio, c'est qu'elles se sont constituées une audience plus ou moins importante, et maintenant elles achètent de l'espace pour être visibles auprès de cette audience, quoi. Et je pense que il y a un peu un ras-le-bol de ça, parce que quand on s'est inscrit sur Facebook ou sur Twitter, c'était pas pour recevoir beaucoup de publicité de la part des marques. Et d'ailleurs, on s'inscrit sur Facebook et ensuite on s'inscrit sur AdBlocker directement. Ouais, bah voilà. Et du coup, il y a de plus en plus d'usage des solutions d'AdBlock pour arrêter d'être inondé de publicité. Et donc le cœur de l'expérience sociale, qui est vraiment la conversation, on y revient, on la recherche de nouveau. Et c'est pour ça, à mon avis, que les plateformes de messaging comme WhatsApp, Messenger, WeChat en Chine ont ce succès. C'est qu'on est revenu à l'essence même du rapport humain. On discute, quoi. Donc ça s'étoffe. Maintenant, ça redevient des plateformes, ces applications-là. Mais leur succès, c'est qu'on est revenu à un truc plus pur, qui est juste, je veux discuter et je veux qu'on enlève tous les gadgets qui sont un peu autour, et notamment toute la publicité qu'on y met, quoi. Anas, c'est intéressant de regarder un peu ce phénomène avec ces jeunes finalement il y avait un article d'un blogueur américain qui avait été repris un peu partout où il disait je vais plus sur Facebook parce que déjà c'est blindé de pubs et en plus c'est un peu le repas de famille où on n'a pas envie d'être. Et du coup Snapchat s'est développé, du coup d'autres plateformes se sont développées. Est-ce que tu ressens ça finalement, ce côté, cette nouvelle génération n'a vraiment pas envie d'avoir accès à des plateformes de publication, mais vraiment d'être en conversation, voire même conversation éphémère et conversation courte, parce que du coup Jam, vous êtes principalement par SMS, si je dis pas de bêtises. Enfin au départ c'était ça en tout cas. Donc cette nouvelle génération, c'est elle finalement peut-être qui apporterait cette nouvelle culture de la conversation. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que c'est... Je pense qu'il y a quand même une chose à savoir, c'est que Facebook, le réseau social, c'est quand même une forme de conversation. Je voulais dire ça, je sais pas si tu avais fini ta question. Oui. Ouais, ok. C'était pas une question, hein, fondamentalement. C'était...
Pourquoi est-ce que tu dis que Facebook est une plateforme de conversation? Est-ce que vraiment En fait, je pense vraiment que le réseau social, puis par la suite Messenger, c'est une évolution qui est finalement assez naturelle. Et dans la vallée, ça fait longtemps qu'on parle de quand est-ce que Facebook va imiter ou copier le modèle chinois avec WeChat, le modèle de produit dans les produits finalement. Et c'est pour ça en fait que la frontière entre un réseau social et une application de messaging, elle n'est pas si éloignée que ça. Quand on pense par exemple à Twitter, c'est juste que c'est du one-to-many, mais à la base Twitter c'était par SMS. Ouais. C'est un truc à savoir. D'où les 140 caractères. Ouais, c'était par SMS, c'était des. Mais regarde Twitter, enfin, pour moi, je le résume un peu comme le réseau des gens qui parlent tout seuls, quoi. Fondamentalement, le taux d'engagement sur Twitter, il est quand même assez faible. Alors, je vois Simon qui n'est pas d'accord, mais il faut avoir une audience assez forte pour vraiment être entendu ou être relayé par une personne qui a une forte audience. Mais si tu scrolles dans ton fil, enfin, moi, je me rends compte que le nombre de likes ou le nombre de retweets, il est quand même assez faible, et voire même le nombre de réponses, il est encore plus faible. C'est un peu mon avis, mais je trouve qu'on est vraiment, on passe à une autre chose avec Messenger. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Facebook a racheté WhatsApp? Ça pose aussi des questions sur pourquoi est-ce que tout d'un coup, les apps purement de messaging deviennent de plus en plus fortes. Pour l'anecdote, Twitter, je m'en sers comme reading list. Je fais que je partage sur Twitter. Puis quand j'ai du temps, je passe et je lis les articles. Et ils se définissent comme du messaging public maintenant chez Twitter. Ouais, c'est assez ils ont changé leur intéressant, branding. quand même, ouais. Chez Julidesk, comment ça se passe avec les professionnels? Parce que justement, eux, c'est pas la génération des milléniums. Pourtant, ils sont encore jeunes parce que c'est souvent des. Enfin, quand on regarde sur le site internet, toutes les personnes que vous citez sont souvent des jeunes créateurs de start-up. Et beaucoup disent effectivement, au départ, j'avais un peu peur de rentrer dans cette conversation et aujourd'hui, je peux plus m'en passer. C'est donc qu'il y a un pivot aussi là et un retour à la conversation, comme disait Simon, qui n'était pas forcément hyper naturel. Le retour à la conversation, moi, je le vois aussi. Retour aux sources, mais pas exactement de la même façon. C'est-à-dire que on dit est-ce que la conversation va être un tournant majeur du web? La réponse c'est oui, pour une raison simple, et je vais expliquer pourquoi nous on fait de la conversation, pourquoi ils en ont peur et pourquoi on en fait. C'est que finalement c'est l'interaction humaine classique, où on se parle, que ce soit par écrit ou par oral, et il y a une tendance à vouloir faire ressembler la machine à l'homme, et on veut que la machine puisse du coup converser avec nous. Et donc finalement, il y a pas mal de choses qui alimentent ça. Hein. Quand Steve Jobs a créé l'ordinateur, il a dit l'ordinateur, ça doit pas être des commandes MS-DOS, ça doit être un desktop qui ressemble à son bureau parce qu'on veut coller à la réalité. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'apps sur les App Store, les gens doivent tous apprendre des nouvelles interfaces, c'est complètement décorrélé de la réalité, et il y a les technologies qui deviennent assez mûres pour dire maintenant, on va plus avoir besoin d'utiliser des interfaces, on va vous permettre de converser avec la machine, elle va exécuter ce que vous voulez. Donc là, on disait pourquoi il y a les outils de messaging, etc., qui prennent le dessus. Moi, je pense que les WhatsApp, les Facebook Messenger, celui en Chine, comment il s'appelle déjà? WeChat. Ils sont en fait au cœur de cette transition numérique parce qu'en fait, c'est eux qui vont être en fait, la plateforme qui va mettre en ligne des nouvelles applications qui vont être basées sur de l'interaction texte avec la machine. Donc effectivement, c'est très nouveau. Nous, nos utilisateurs, quand ils commencent à utiliser ça, ils disent comment ça peut marcher, c'est quand même complexe de prendre un rendez-vous. Et donc finalement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agents conversationnels comme nous, mais d'autres, où en fait on va rassurer les utilisateurs, on va leur permettre d'avoir de la qualité en mettant de l'humain dans la boucle. Donc c'est pas complètement un robot qui parle, c'est un robot supervisé d'un humain ou l'inverse, ça dépend comment on voit le problème. Alban, chez Envoice, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé purement sur Facebook et aujourd'hui vous développez sur des plateformes conversationnelles. Qu'est-ce que ça change en termes d'analyse fondamentalement? Parce que Facebook a quand même une conversation assez codifié, surtout maintenant avec le développement, on n'a plus un like, on a des love, on a des smileys et compagnie. Donc on peut de manière un peu plus fine comprendre l'émotion qui se dégage ou la réaction qu'il y a sur un post. Une conversation, fondamentalement, il peut y avoir de l'ironie, il peut y avoir ce genre de choses. Est-ce que c'est plus... Enfin, la réponse sera oui, c'est plus compliqué à traquer, mais est-ce que fondamentalement, tu changes de métier en passant sur la conversation? Déjà, je voulais juste rebondir sur ce que j'entendais tout à l'heure. La conversation, pour moi, c'est pas du tout nouveau. La conversation, ça existe depuis très très longtemps. C'est un sujet qui revient de manière périodique. Moi, j'avais un PC dans les années 90, je suis un petit peu plus vieux. J'avais, sous forme de disquette à l'époque, déjà un programme où, en gros, sur un écran qui était vraiment très moche, type Minitel, mais en gros, je chattais déjà avec donc un programme qui était sur une disquette. Donc c'était il y a très 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 longtemps. J'ai eu la chance en fait de travailler sur MSN Messenger donc chez Microsoft. Tout le
monde a oublié MSN Messenger. Il y a 10 ans, MSN Messenger était plus puissant que Messenger de Facebook aujourd'hui. Et on avait tous les jeunes qui étaient sur MSN Messenger. Et mais c'était la conversation en C2C, j'ai envie de dire. Alors, oui, non, parce que du coup, en fait, à l'époque, on avait déjà lancé des bots. Donc le principe de bot, voilà, c'est pour ça que lorsqu'on revoit en fait revenir ce type de choses-là, je me dis c'est de la messagerie instantanée, ce sont des bots, c'est exactement ce que Microsoft a fait il y a 10 ans, et puis d'autres avant. Donc c'est vraiment des questions de cycle. À l'époque, on avait lancé un bot sur Encarta où tu posais la question du type quelle est la population des États-Unis, quelle est la capitale de tel ou tel pays. Donc exactement sur le principe du bot. Et lorsqu'on voit l'interface aujourd'hui d'un Messenger sur Facebook avec du bot, ça n'a rien, mais rien de différent. Alors comment t'expliques qu'on a fait une espèce de virage totalement, où on est parti de là, si je te comprends bien, on est allé sur des plateformes sociales et on est en train de revenir à ça finalement. Comment t'expliques cette espèce de traversée et ce chemin-là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, le web, c'est simplement des cycles. Donc la conversation, lorsque les chats ont été créés il y a quasiment 20 ans, c'est de la conversation. Lorsque la messagerie a explosé avec ICQ, avec MSN Messenger il y a 10 ans, c'est de la conversation. Le réseau social, tel qu'un Facebook ou autre, c'est de la conversation parce qu'on va interagir. Simplement, c'est la forme qui va être différente. Au départ, c'était que du texte. Justement, avec les messageries type ICQ, etc., on a vu les émoticônes apparaître. Et moi, je me souviens, on voyait les jeunes ne faire des conversations qu'à travers des émoticônes. On ne comprenait plus du tout ce qu'ils disaient. Et pourtant, Messenger est mort. Et là, on voit apparaître effectivement une nouvelle forme d'interaction avec effectivement des nouveaux codes. Mais finalement, ce ne sont que des cycles. Pour moi, ce ne sont que des cycles. La vraie différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a des technos qui sont plus puissantes que ce qu'on avait il y a 5 ou 10 ans. On parle beaucoup plus de machine learning, on y reviendra certainement tout à l'heure. On a des technos qui sont beaucoup plus puissantes et qui permettent d'être un cran au-dessus en termes de qualité. Parce qu'effectivement, ce qui est compliqué, c'est vraiment de rendre automatique ce qu'un humain pourrait faire. Il y a énormément de combinaisons et ça, effectivement, c'est un sujet que vous devrez adresser tous les jours, mais donc il y a un vrai défi techno. Je peux ajouter juste une chose à bien sûr. Je pense qu'il y a aussi une fatigue des applications. C'est-à-dire que là, on a un retour en force. Déjà, il y a plus de personnes qui sont connectées aujourd'hui qu'à l'époque. Et qu'en plus de ça, on a vraiment une fatigue des gens qui en ont marre d'avoir des notifications sur leur téléphone toutes les 2 secondes. Là, mon téléphone, il a vibré il y a 2 secondes. Parce que les gens tweetent, ils sont comme des fous. Tu me fais une super transition, parce que justement, on a vu effectivement que vous étiez tous d'accord pour dire qu'effectivement, à la fois, ça venait de très loin cette conversation, et en même temps, aujourd'hui, les technos permettent d'aller plus loin, et donc on a un retour à la conversation. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de comprendre l'impact sur les gens. Pourquoi est-ce qu'ils aiment ça fondamentalement? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on va sur un site internet, e-commerce ou un service, pourquoi est-ce qu'on a plus confiance dans un bot? Tu as dit tout à l'heure que ça ressemble à une conversation qu'on a, mais pourquoi est-ce qu'on a confiance dans cette conversation, même si finalement ça peut peut-être prendre plus de temps? On disait au départ, Internet c'est cool parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un vendeur qui vient vous embêter toutes les 3 minutes. On peut faire sa vie et on peut trouver l'information qu'on a. Et on a un retour à, en fait, j'ai besoin d'aide. C'est ce que dit Anas, en fait. Je pense qu'il y a trop d'interfaces. C'est plus comme avant où on avait peut-être quelques sites et on savait comment les utiliser, et donc du coup c'était facile. On a envie de revenir à la conversation juste parce qu'il y a un effet parfois, et nous on le voit même sur Julidesk, quand on vend Julidesk, les gens ont besoin qu'on leur explique, ils ont besoin qu'on leur dise comment ça marche, ils ont besoin de cette conversation qui est juste de dire j'ai pas envie d'aller cliquer sur tous les boutons de ton site. Alors il y a toujours des gens qui aiment faire ça, il y a toujours la population des gens qui sont un peu je vais aller creuser, je vais aller quelque chose, mais la personne lambda, elle fait déjà tellement ça tout le temps au cours de sa vie parce qu'elle utilise plein d'apps, de choses, que quand elle arrive au énième truc où elle se dit ok, je vais utiliser ce machin, elle n'a pas envie de se dire genre faut que je comprenne comment ça marche. Alors justement, tu as mis le bon mot. Pour compléter ça, en fait, je pense qu'on a tendance à oublier quelque chose, nous qui sommes dans ce genre d'événement, c'est que finalement, utiliser un site web, faire un achat en ligne, c'est quand même un processus qui n'est pas naturel. C'est assez complexe finalement. Il faut trouver le site web, il faut comprendre comment il est organisé, il faut trouver le produit qui nous intéresse, il faut comprendre comment on l'achète, il faut rentrer son numéro de carte bleue, ce qui quand même malgré tout, pour certaines personnes, est encore un peu inquiétant. Et à la fin, on reçoit des mails avec plein d'infos. Quand est-ce qu'on va recevoir le produit? On n'est pas toujours sûr. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Nous, on est tous très habitués à le faire, mais finalement, c'est quelque chose qui est très complexe. Finir par simplement envoyer un message en disant « j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures » et dans la conversation, la recevoir chez soi à la fin, c'est beaucoup plus naturel. Et je pense que c'est pour ça
que c'est rassurant de pouvoir parler avec un conseiller sur un site et que on a des belles perspectives sur la conversation dans les prochains mois, les prochaines années. Alors, après, je te donne la parole. Mais tu m'offres une belle transition là aussi, parce que tu as parlé de personnes lambda. Mais en fait, on parle de qui à un moment donné? Parce que là, on voit que les jeunes sont plus ou moins touchés effectivement par cet enjeu de conversation, les jeunes professionnels ou les professionnels, les directeurs de boîte. Ça touche qui, la conversation? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à savoir quelle est la typologie réelle de personnes? Est-ce que c'est à peu près tout le monde? Est-ce qu'il y a une typologie de personnes, les personnes qui sont à l'aise avec le numérique? Est-ce qu'on arrive un peu à savoir à qui on s'adresse quand on discute avec un bot? Je sens que tu vas dire une bêtise. Non, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde, parce que tout le monde sait parler. Donc, une fois que tu dis, je fais un outil où tu peux parler, n'importe qui sait parler avec un outil qui parle. Oui, mais pas tout le monde. Je suis persuadé que je demande à mes grands-parents, ils vont me dire, il y a un truc qui m'a parlé, j'ai pas compris, c'est quoi, pourquoi et moi? En fait, tes grands-parents, ils envoient des SMS. Ils savent le faire, potentiellement. Tu vois. Je pense que dans la salle, il y a des personnes qui ont des grands-parents qui savent pas utiliser le SMS. Tu vois. Mais ils savent plus facilement utiliser un SMS que d'acheter un produit en ligne. Moi, je reçois plus de SMS de ma grand-mère que de commandes Amazon qui arrivent chez elle ou autre chose. Donc pour vous, il n'y a pas de segmentation marketing fondamentalement, c'est à peu près tout le monde peut être touché par cette envie ou cette conversation justement pour aller trouver des solutions. Ce qu'il faut, c'est que ce soit stable. Pardon, excuse-moi. Ce qu'il faut que ce soit stable, qu'on ait confiance, t'en parlais tout à l'heure. Parce que si on n'a pas confiance, on n'utilise pas, et si le truc commence à justement dire n'importe quoi, un bot qui dit n'importe quoi, ça touche personne, ça va être que les geeks qui savent parler au robot. L'objectif, c'est que le robot, il parle comme un humain. Dans ce cas-là, on voit plus la différence. Ça se trouve, les gens ne verront pas qu'ils ont parlé à un robot, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient pas confiance ou qu'ils savent pas utiliser. Nous, Julie Desk, il y a plein de gens qui savent pas que c'est un robot. Ils vont chez nos clients et disent, elle est où Julie? Donc c'est parfait. Et d'ailleurs, on le voit déjà aujourd'hui, tu as 2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde, tu as 2,5 milliards d'utilisateurs des plateformes de messaging, donc c'est déjà plus important, c'est déjà plus populaire, l'usage est déjà plus massif dans le monde que pourtant de Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Est-ce que ça veut dire que la conversation est perçue, enfin dites-moi si j'ai bon, peut être perçue comme presque un service de luxe? C'est-à-dire que ce côté, avant on était à fond sur le côté hyper mass média de on diffuse, et aujourd'hui on est sur de la conversation en one-to-one, et ça peut être étonnant pour des boîtes de dire non, tu vas prendre le temps de converser avec chacune des personnes qui va s'adresser à toi. Est-ce que c'est perçu un peu comme aujourd'hui Uber ou ce genre de boîte, où fondamentalement avoir un chauffeur privé ou avoir une personne qui vient te chercher là où tu veux, quand tu veux, est-ce qu'il y a cette notion de luxe que vous valorisez? Pareil pour Jam, il y a encore quelques années, on galérait à avoir la moindre info ou le moindre chose. Aujourd'hui, Jam te permet, pareil pour les rendez-vous. Il y a ce côté luxe, vous le sentez ou pas? Est-ce qu'on peut le dire que la conversation remet ça? Nous, pour le coup, Jam, on se bat justement pour l'enlever. C'est pour ça que le service est gratuit. Nous, on est à perte, on dépense beaucoup d'argent pour faire tourner Jam. Et on veut arriver à un stade où on peut avoir une conversation sans que ce soit nécessairement du luxe. En fait, il y a une autre chose que j'aurais dû rajouter tout à l'heure, c'est qu'on a aussi le développement des API qui est super important. Et le fait que maintenant on ne raisonne plus en site web, on ne raisonne plus en fait en interface. Mais j'aime bien penser à toutes ces boîtes, t'as dit Uber, c'est des systèmes en fait. C'est juste des systèmes avec lesquels on peut dialoguer, on peut échanger en fait, de machine à machine. Et du coup, l'humain en fait, il doit pouvoir utiliser en fait le mode qui lui convient le mieux. Bon, la conversation, c'est ce qui est le plus naturel, je pense. Que ce soit la conversation avec la voix, d'ailleurs, on parle beaucoup de texte. On n'a pas parlé des avancées qui ont été faites en speech to text depuis le temps, avec des produits comme Siri, Siri, pendant longtemps, on disait peut-être ça sert dans la voiture, mais à part ça sert pas à grand-chose. Finalement, ces avancées technologiques, comment ça? Et d'ailleurs, tu parlais d'API, Siri a développé une API et des applications pour pouvoir se connecter à Siri, donc tu as raison sur le côté développement de plateforme en tant que tel. Est-ce qu'on arrive à savoir aujourd'hui, sur la partie big data, entre guillemets, de plus en plus de personnes utilisent du coup la conversation, on l'a un peu acté entre nous. Simon disait qu'effectivement, il y a plus de personnes qui utilisent des applications de conversation que des applications sociales, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a assez de données pour avoir une compréhension réelle de ce qui se passe dans la conversation et quasiment avoir un peu de prédictif? Est-ce qu'on peut commencer à avoir des algos qui commencent à travailler dessus? Alors, le problème, ça n'a jamais été la donnée.
C'était le traitement. La donnée, il y en a toujours eu par milliards et des milliards et milliards. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a effectivement l'émergence de nouvelles technos, du graph, des bases de données relationnelles, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, en gros, ce sont des technos qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Faire du prédictif, ça a toujours été aisé. Donc, tous les grands labos en France, ailleurs, ont toujours fait des analyses prédictives. La difficulté, en fait, sur nos sujets, c'est qu'on doit faire du prédictif en temps réel. Voilà. Et donc, c'est le couple statistique, mathématique et informatique qui est vraiment compliqué en fait à gérer. Et donc ça, effectivement, depuis quelques années, aujourd'hui, n'importe qui, entre guillemets, peut se lancer avec des technos permettant à un autre de faire du prédictif en temps réel. Voilà. Et donc, en gros, sur nos sujets, c'est ça le point clé. Et c'est ce qu'on ne pouvait pas faire, effectivement, il y a 5 ou 6 ans, en ayant des infrastructures de malades. Mais aujourd'hui, voilà, on se met sur un cloud de Google ou d'Amazon, on prend quelques technos, et puis du coup, effectivement, ça demande un petit peu de temps, un peu d'énergie. Mais effectivement, c'est beaucoup plus aisé de traiter ces données qu'on pouvait ne le faire il y a encore 5 ou 10 ans. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre vos clients, du coup, qui vous adressez, qui utilisent ces conversations pour dialoguer avec leurs propres clients. Alors, du coup, pour Jam, vous êtes directement en B2C. Est-ce que ça change leur KPI? Parce que je pense au service relations clients qui avait peut-être des KPI qui étaient différents quand il n'y a pas forcément de conversation. C'était peut-être sur un retour email ou ce genre de choses. Est-ce que ça transforme la notion de KPI? Et ma deuxième question, qui sera un peu plus loin, c'est est-ce que ça transforme la notion de lead? Parce que fondamentalement, un lead, c'était quand même des données et surtout un mail avec le mail qui était quand même une prépondérance pour aller converser. Aujourd'hui, par exemple, je pense à Facebook, quand on a une conversation avec son client, est-ce que c'est un lead? Parce qu'on va plus avoir besoin de mail finalement si on rentre en conversation sur des plateformes avec nos différentes plateformes. Donc, première question, est-ce que ça transforme les KPI, peut-être Simon, avec vos clients? Est-ce que vous les éduquez à être sur du qualitatif et vraiment de la réponse et prendre le temps, ou est-ce que ça change pas fondamentalement beaucoup de choses pour eux? En fait, parce que ça demande beaucoup de temps, fondamentalement, d'être derrière son ordi pour converser avec les gens. Oui, la conversation, elle permet de faire un truc qui est en fait de réunir deux mondes qui aujourd'hui sont très opposés, les consommateurs, les internautes et les marques. Un consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une réponse immédiate, gratuite et pertinente. Aujourd'hui, les internautes considèrent que dans la grande majorité des cas, ils n'obtiennent pas un service de qualité de la part des marques, notamment sur Internet. À l'inverse, les marques, elles, quand on les interroge, elles estiment donner un service hyper premium et elles ont un enjeu de fidélisation de leurs clients et de retour sur investissement. Donc, a priori, on est sur des choses qui sont très opposées parce que comment est-ce que je peux avoir un retour sur investissement qui est important tout en faisant un service très personnalisé, immédiat, pertinent, premium, quoi. Et la conversation, elle permet ça, parce que même sans encore parler de bots ou d'intelligence artificielle, un humain... On en parlera après, du coup, la partie robot. Ouais. Il est capable de traiter plusieurs conversations texte en simultané. Il est capable d'avoir des outils pour accélérer un peu son traitement et donc apporter ce service de qualité rapidement en ligne, quoi. Donc finalement, la conversation, elle permet de faire ça. Donc après, en termes de KPI, finalement, il n'y en a pas nécessairement de nouveau. Peut-être les résultats sont meilleurs en termes de satisfaction de l'internaute qui a eu la réponse à sa question, et en termes de chiffre d'affaires, de revenus générés ou de leads générés pour la marque. Nous, ce qu'on constate depuis 6 ans chez iAdvise, c'est qu'en moyenne, quand on a une conversation avec l'internaute, le taux de conversion, il est 10 fois meilleur. C'est multiplié par 10 versus quand on n'a pas de conversation, en fait. Voilà. Donc c'est très important pour les marques. Donc c'est hyper important et ça veut dire encore une fois la confiance qu'il y a. Mais quand on parle de conversation, ça demande beaucoup d'humains encore. On parlera des robots après. Je voudrais savoir chez Julides, comment ça marche? Est-ce qu'il y a encore des humains derrière et comment ça marche? Parce que, où est-ce que tout est automatisé et, c'est quoi la part d'humain et à quoi ils servent? Parce que peut-être que tu vas me dire que finalement les humains sont juste là pour gérer les robots et basta. Non, en fait, nous, il y a encore beaucoup d'humains. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est justement ce que disait Alban. Aujourd'hui, on a des algos qui sont de plus en plus performants pour analyser la donnée. Sauf que ce qu'on fait quand on fait du conversationnel, c'est pas qu'une notion d'instantanéité, c'est un peu différent. C'est-à-dire quand on fait un algorithme prédictif qui va dire, je prends un exemple bête, hein, imaginons dans une salle de trading qui va dire je prédis si le cours va aller vers le haut ou vers le bas, à la rigueur,
l'algo il a fait des choses que l'humain n'était pas forcément capable de faire lui-même, donc l'humain va utiliser, donc le trader qui est derrière son ordi va regarder le signal, il va utiliser cette information-là comme un des éléments qui va le permettre de décider. Quand on fait du conversationnel, c'est pas du prédictif, il y a vraiment une action à générer et qui est censée ressembler à ce que fait un humain. Donc le premier truc que ça génère, c'est que quand le robot répond, on le compare à ce qu'aurait répondu un humain. Donc la notion d'erreur qu'on va y associer, elle n'est pas « Ah, il a fait un truc que je ne sais pas faire et du coup, bon, bah, c'est peut-être pas vrai, c'est pas grave, je l'excuse », c'est « Ah, il est moins bon que l'humain ». Donc ce que ça génère comme situation, c'est quand on a des algos, bien qu'ils soient plus puissants que ce qu'on n'a jamais pu faire auparavant, c'est toujours des algorithmes statistiques, et donc il y a toujours une part d'erreur. Et donc cette part d'erreur, à partir du moment où on dit on accepte que le robot soit complètement autonome et qu'il n'y a plus d'humains qui interviennent, ça veut dire qu'on accepte de renvoyer ces erreurs sur nos clients. Et là, c'est là que ça ne va plus. Nous, nos clients, ils utilisent Julie pour prendre des rendez-vous avec des gens qui sont leurs contacts et qui n'ont rien demandé à personne. Et donc ce qu'ils veulent, c'est surtout pas que le robot s'emballe et fasse n'importe quoi auprès de quelqu'un qui n'a rien demandé à personne. On parle de la notion de confiance, c'est hyper important quand on est Exactement. CEO d'une boîte et qu'on a envie d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'important. Est-ce que d'ailleurs, je ne sais pas si demain j'ai envie d'avoir rendez-vous avec Déliron, et puis comme ça tout le monde comprendra, demain je prends rendez-vous avec Tim Cook. Comment... soyons fous. Ouais, ça marche. Moi, je pitch souvent Mark Zuckerberg, on peut prendre Tim Cook. Chacun son petit... Alors, Julie ne fait pas de prospection. Il faut avoir un contact préétabli avec la personne, parce que Julie va être juste là comme coordinatrice, pas pour aller relancer Tim Cook et essayer de trouver la personne qui va pouvoir donner le rendez-vous. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on peut pas faire passer notre client pour un con et lui envoyer n'importe quoi à Tim Cook. Imaginons, on le connaît. Mais il faut avoir une confiance absolument incroyable. Et c'est là que l'humain intervient. C'est que nous, on pitch, c'est même un argument de vente. C'est-à-dire que les gens, la vision du conversationnel qu'ils ont, et on parlait de Siri qui était devenue très évoluée, mais c'est quand même une vision déceptive. Aujourd'hui, les gens ils vont me dire, oh, mais quand je parle à Siri, je fais Siri, s'il te plaît, appelle Chloé, une fois sur deux, elle va appeler Zoé, donc on raccroche, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Là, quand Julie, elle envoie un mail, s'il y a une erreur, c'est trop tard, le mail il est parti, on peut que s'en mordre les doigts. Donc nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est pas de souci. En fait, nous, il y a un humain entre vous et la machine qui est là justement pour corriger ces choses-là. Donc nous, l'humain, c'est simple, il est là, pour entraîner les algorithmes, évidemment, mais il est surtout là pour essayer de superviser tous les outputs. En fait, nous, on a un humain qui vérifie tout et qui permet de combler ces pourcentages d'erreurs qu'on a sur les algorithmes, qui dit « Ah, bah là, on est dans le fameux 5% ou 2%, 1%, je corrige avant de faire partir l'email. » Chez Jam, comment vous êtes construit ? Comment vous êtes organisé ? Entre guillemets, à quoi servent les humains chez Jam ? En fait, je pense qu'il y a une chose intéressante, on en parlait tout à l'heure derrière, c'est une chose intéressante à clarifier, c'est que, en fait, déjà, on parle d'intelligence artificielle qui sont supervisées, des intelligences artificielles qui ne sont pas supervisées. Celles qui sont supervisées, c'est celles qui ont une intervention humaine. Les non supervisées, c'est beaucoup de bots Facebook. Alors, Jam, c'est une intelligence artificielle qui est supervisée. Et une autre chose qui est importante à savoir, c'est quand on parle de 50% d'automatisation, 60, 70, 5%, c'est pas forcément le nombre de messages envoyés automatiquement. Dans le cas de Julides, par exemple, on peut avoir 90% de taux d'automatisation. Idéalement, on pourrait avoir ça. Mais en fait, c'est le dernier chaînon qui est important, quoi. Bon, je sais que c'est pas le cas, hein, c'est juste dans l'idéal. 87. 80, 89. Oui. Et donc c'est vraiment le tout dernier élément de la chaîne qui est super important à maîtriser en fait, parce que c'est celui sur lequel va dépendre la rétention de l'utilisateur, la qualité du service, enfin tout ce qui va avec, quoi. Vraiment faire en sorte à ce que ce soit une conversation viable. Je prends un exemple un peu marrant. Si un client répond à Julie en disant oui, moi je suis OK pour le mardi 17h, en full automatisé, on va bien détecter cette partie-là, sauf qu'en fait dans l'email il y a une deuxième question qui est est-ce qu'il y aura un paquet de Haribo au rendez-vous avec Vincent ? Un truc qui n'a rien à voir, et c'est une vraie histoire. Hein. Le mec demande s'il y aura des Haribo parce qu'il faisait une blague. Et ben en fait c'est là que la qualité intervient, c'est qu'un robot aurait juste répondu parfait pour le 17 et aurait complètement ignoré la question, et c'est là où on a la human touch et on a quelque chose qui ressemble à une vraie conversation. C'est que du coup l'humain va pouvoir voir ce truc-là qui n'a pas été vu par le robot et ajouter un commentaire en plus. Dire par exemple je crois que Vincent a des Haribo chez lui, confirmer avec lui pour savoir s'il pourra vous en offrir une boîte ou un truc comme ça. Alors, ouais. Pour parler de Jam un petit peu quand même. Oui, c'était étonnant que tu parles de Julides, que je me suis dit tiens, allez. Là il fait du name dropping depuis tout à l'heure. Et donc comment ça marche chez nous, c'est que justement c'est pour donner un autre exemple finalement, on va recevoir. Vous êtes à 95% automatisation, voilà, dans ces eaux-là. Bon, à 0,5% près. Et du coup, nous, ce qu'on a, c'est quelqu'un nous demande un bar. Alors, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on essaie de catégoriser, parce que Jam gère tout.
Donc il y a plein de demandes différentes. Tu peux Ça demander veut dire un quoi, appart. Jam gère tout? Enfin, on reçoit les messages naturellement. Il n'y a pas de bouton sur lequel on clique en fait. Donc le message, ça peut être je veux un appart, je veux un bar, je veux un restaurant, je veux savoir c'est quoi la date de naissance de Louis XIV. Vraiment n'importe quoi. Alors nos décisions, c'est est-ce qu'on gère tout ou pas. De toutes les manières, il va falloir catégoriser en fait. Et c'est cette classification là, c'est le premier truc à faire, qui est le plus difficile. Et desquels dépend de l'extraction de l'entité. Donc derrière, si quelqu'un demande un bar, on va savoir que c'est un bar. On va essayer de voir en fait si la personne dit je veux un bar dans le Marais, qu'il veut un bar dans le Marais, un bar à cocktail dans le Marais. Il faut essayer d'extraire en fait des métadatas finalement, le type de bar, la localisation du bar. Une fois qu'on a ça derrière, on est capable de faire une réponse. Mais est-ce qu'il y a des choses où vous pouvez pas répondre? Et comment c'est pris finalement? Parce qu'il y a aussi un enjeu d'exigence sur la conversation. Quand on est face à un robot qui te dit je sais pas, bon, why not? Mais là, comme du coup on est sur un enjeu de conversation et que le robot doit être transparent, on ne doit pas le voir, s'il y a une demande et que et vous êtes en non-capacité de répondre, est-ce que c'est bien pris? C'est comme si demain je commande un Uber et que le mec me dit non. Ben, je le prendrais hyper mal. C'est marrant parce que c'est un débat qu'on a actuellement. On est en train d'essayer de réduire un peu la liste de ce qu'on fait, pour enlever des choses qui sont peu demandées finalement, mais sur lesquelles on fait un effort de design. On pourra en parler tout à l'heure, derrière l'effort du design qui est derrière. Parce que finalement, quand on décide de travailler sur une catégorie, on va dire le logement, en fait, on va décider de la gérer d'une certaine manière. Parce qu'il y a un besoin fondamental derrière. Moi, si quelqu'un nous demande de commander un Uber, ben, il y a du temps de développement et des choses à faire. Il y a quand même des gens qui vont sur Jam pour dire est-ce que tu peux me commander un Uber? On a déjà reçu. On a reçu plus d'1 million de messages. Donc, enfin, on a échangé plus d'1 million de messages. En combien de temps? Donc, en 1 an et quelques. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Et on a quand même pas mal de data et les gens demandent tout et n'importe quoi. Ce qui est très bien pour nous. Ça permet de nous derrière. C'est pour ça qu'on est des humains aussi. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est que du coup, chez OnVoice, vous parlez de... Parce qu'on va commencer à ouvrir le débat sur la partie robot quand même, qui nous intéresse aussi. Vous dites que ce sont des robots ou des algorithmes apprenants. Quand on est face à une catégorie comme avec Jam, où ce sont des jeunes qui ont une orthographe approximative, voire même une conversation seulement par des émoticônes, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à avoir des robots apprenants, sachant qu'on est face à une diversité de personnes et il n'y a pas une seule orthographe, il n'y a pas une seule façon de parler. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites, vous? Alors, c'est relativement simple. Hein. Aujourd'hui, c'est quasi impossible d'avoir quelque chose de qualité. Total. Je vous invite à regarder vraiment les bots qui sont sur Messenger. Je l'ai encore fait ce matin. J'ai pris le bot CNN. Je mets quelles sont les nouvelles sur l'Euro 2016. On me répond Federer a gagné. Ouais, mais justement, c'est pas de l'intelligence artificielle. Et je te laisserai continuer après, mais il y a un flou qui a été créé un peu par Facebook en avril, parce qu'ils ont, dans la même phrase presque, dit on lance des bots et on lance ainsi notre service d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. Et les gens ont fait un amalgame en disant ah, Facebook vient de lancer des bots intelligents et on va pouvoir s'en servir. Et en fait non, il y a d'un côté des choses qui sont très automatiques, mais très basiques, mécaniques, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est les bots. Un peu ce que vous avez fait avec Voyage SNCF, où tu... C'est encore un peu différent, mais c'est... en gros, un bot, c'est je t'envoie un premier message automatique, puis après, tu as un choix, tu as 3 boutons, et en fonction du bouton sur lequel tu appuies, tu as une action qui s'enclenche. Ça, voilà. Et donc, c'est même pas conversationnel, c'est juste ça a lieu dans Messenger. Et puis de l'autre côté, tu as de l'intelligence artificielle, où là, effectivement, ça devient auto-apprenant et ça va comprendre ce que tu lui dis naturellement et ça va essayer de te formuler une réponse aussi naturelle. Et sur cette partie-là, effectivement, et je te laisse continuer après, ça marche pas aujourd'hui, c'est pas encore assez développé, quoi. Et pourtant, c'est l'attente qu'on a dès aujourd'hui à cause de cet amalgame un peu entre ces deux sujets, quoi. Alors chez Envoy, vous êtes plutôt sur de la création de robots ou de la création d'intelligence artificielle? Nous, en fait, on va faire des suggestions de produits, de contenus, etc. Et en fait, c'est exactement ce que j'écoutais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction des cas, on va avoir une marge d'erreur acceptable. On vous propose 1, 2, 3, 4, 5 produits, on vous dit, tiens, a priori, c'est ça qui devrait vous intéresser. Bon, si vous avez 2 ou 3 produits qui vous correspondent, vous dites, ok, c'est cool. Si on prend un rendez-vous et qu'en gros, sur 5 rendez-vous pris, il n'y en a que 2 qui fonctionnent, là,
on se dit c'est pas cool du tout. Donc en fait, c'est vraiment une question en fait d'environnement. Il y a des environnements pour lesquels on se dit ouais c'est super, le gars me comprend, il me propose des articles, il me propose, il y a une vraie discussion qui s'inscrit avec des résultats qui me sont pertinents. Et puis d'autres effectivement où il y a un besoin de fiabilité, un besoin de qualité qui est à 100%. Et c'est là où c'est compliqué, et c'est là où effectivement on peut se permettre dans le premier cas d'avoir de l'intelligence artificielle avec donc de la redondance du machine learning. Donc la machine learning c'est quoi? C'est simplement j'apprends de mes erreurs. Donc dans j'apprends de mes erreurs, il y a le mot erreur. Donc en gros je fais des erreurs, j'apprends et j'affine. Et dans d'autres activités... C'est l'exemple d'Haribo à la limite où il aurait pu dire tiens je l'ai oublié, je vais pas oublier exactement. la prochaine fois. Et dans d'autres activités, il n'y a pas de marge d'erreur. Donc je pense qu'il y a une vraie dichotomie effectivement entre les usages. Certains usages pourront être robotisés assez rapidement, et puis d'autres effectivement on sera sur du supervisé avec un mix humain-machine. On en parlera après de l'humain homme-machine, mais ce qui m'intéresse aussi c'est que alors, hier sur une précédente conférence on parlait de la distribution de l'info. On disait il y a beaucoup de canaux aujourd'hui pour en discuter. Là, c'est aujourd'hui la même chose, alors à la fois sur le social ou à la fois sur la conversation, à beaucoup de canaux différents, avec des enjeux différents et des conversations différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à comprendre quelles sont ces différentes grammaires et justement à dire au robot, là, tu vas attendre tel type de conversation parce qu'on est sur Jam et du coup, il y a une conversation plus jeune avec une façon de partager qui est différente. Là, on est sur Julidesk et du coup, on est sur quelque chose d'assez pro, carré, où il ne faut pas écrire un pavé de 15 lignes juste pour un rendez-vous. Est-ce que ça, vous arrivez à le définir, à faire une différenciation sur les canaux pour avoir plus d'intelligence et répondre au mieux aux besoins de la personne en face? Alors, nous, on va plutôt se focaliser en fait sur la notion d'objet. Donc, un objet, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une personne, ça peut être un bar, ça peut être etc. Et en gros, c'est ça qu'on va essayer d'analyser. Lorsque vous êtes dans la sémantique pure et dure, aujourd'hui, c'est ultra compliqué effectivement de gérer de la sémantique et de comprendre effectivement toutes les fautes d'orthographe, etc. Donc, nous, on va plutôt prendre des objets, on va essayer de nouer des relations entre ces objets et les personnes pour comprendre en gros ce qu'il veut dire. Mais effectivement, la sémantique pure et dure, voilà, ça fait des années et des années que tout le monde est dessus, et on voit même Siri avec Apple qui est derrière avec un petit peu de moyens. On se dit bon, c'est pas complètement ça. Donc c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps. Pour moi, c'est exactement comme l'automatisation lorsqu'on est passé je sais pas, de la carriole à la voiture. Et on a eu des usines avec plein de gens qui mettaient des pièces, et puis maintenant on est sur des usines où 100% des choses sont supervisées. Bon, il a fallu 100 ans. Voilà, et donc c'est la différence effectivement entre le supervisé et le non supervisé. Ça se fait pas effectivement d'un claquement de doigts. Pour toutes les entreprises qui veulent se dire tiens pourquoi pas la conversation, pourquoi pas finalement, pourquoi pas lancer, pourquoi pas Messenger ou autre et se dire je vais me lancer dans la conversation. C'est quoi les risques aujourd'hui ou comme dirait 2020, c'est quoi les opportunités? Mais comment est-ce que pour une boîte il peut y avoir un souci particulier qui n'est pas vu aujourd'hui? Alors on parlait tout à l'heure de la capacité à pouvoir répondre avec beaucoup d'humains. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir est-ce qu'il y a des frustrations ou des blocages, des problématiques qui se posent, qui sont liées à la conversation? Je pense qu'il y a de toute façon, si la marque se disait « moi je veux pas y aller », les attentes de leurs clients, elles seront toujours les mêmes. Ils ont toujours besoin de cette réponse rapide, gratuite et pertinente. Donc il faut y aller. Le risque, c'est de... Parce que, excuse-moi, je complète ma question, mais parce que aujourd'hui, on parle des algos, on parle des robots, ça fait complètement flipper. Aujourd'hui, si tu demandes à n'importe quel directeur, même de n'importe quelle boîte, tu dis, on va vous mettre dans les mains des algorithmes, le mec va se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est un algorithme, pourquoi, comment? Quelqu'un qui lui dirait ça, il lui mentirait. Parce qu'on n'arrive pas à avoir cette qualité de service. Aujourd'hui, personne, il n'y a aucune boîte dans le monde qui est capable de dire ça va être complètement automatisé, l'humain n'interviendra jamais. C'est ce que vous disiez tous les deux, c'est que c'est même un argument de vente. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, justement, il y a des humains qui contrôlent le truc et la qualité de service, elle sera là. Ça veut dire que Facebook, il mente quand il lance un bot store en disant tout d'un coup, on va révolutionner le monde du messaging et on va développer des robots? Non, parce qu'il parle de bots, il parle pas d'intelligence artificielle à ce moment-là. Tu vois, Facebook M, c'est supervisé, ils le disent. Ouais. Facebook M, c'est le bot supervisé de... Alors, expliquez peut-être ce que c'est Facebook M. Facebook M, c'est l'assistant de Facebook qui fait un peu de la conciergerie. Enfin, c'est lancé qu'aux US, donc on peut parler à Facebook M, c'est un contact dans Messenger. Et en fait, c'est censé être un peu plus proche de l'intelligence artificielle, justement, mais il est supervisé. Ils le disent, c'est à l'état d'apprentissage, et donc il y a des humains qui sont là derrière pour, du coup, peut-être parfois générer des réponses à la main, parfois un peu moins. On ne sait pas trop le mix, justement, mais ils le disent, voilà. Qu'est-ce qui bloque pour développer le robot ultime avec l'intelligence artificielle? Tout le monde bosse dessus, enfin beaucoup bossent dessus. C'est quoi les points de blocage aujourd'hui pour arriver à un niveau aussi fort? Je ne pense pas qu'il manque nécessairement beaucoup d'IA, beaucoup de... En fait, il y a un effort à faire au niveau de l'automatisation, mais ça va être très très difficile d'arriver dans les années qui viennent
à un stade où on aura un robot qui va tout comprendre et qui va répondre à absolument tout. Je pense que c'est pas réaliste de se dire ça pour maintenant. Bientôt peut-être, pas tout de suite. Je pense que le design peut faire le pont en fait entre le présent et le futur. Alors explique-nous ça du coup, comment le design peut faire ça? Un exemple de Facebook, je pense que c'est intéressant l'usage des boutons, des CTA, des call to action qui sont mis sur la conversation. Des choses comme ça qui peuvent en fait éviter à l'humain d'interagir à des moments où on peut justement l'éviter. Et c'est utilisé encore un petit peu de manière maladroite, c'est encore tout neuf. Il faut être indulgent par rapport à ça. Même Facebook, moi je ne suis pas encore particulièrement fan d'aucun de tous les bots qui sont sortis. J'ai utilisé, mais je suis rarement revenu dessus parce que je préfère aller souvent sur le site web, c'est plus clean, c'est plus simple parce que justement j'ai tout cet apprentissage, cette learning curve qui est derrière moi et du coup j'ai pas le réflexe encore. Ce qui est marrant parce que vous êtes quand même, on est quand même la première cible normalement. Clairement. Ouais, et que t'as pas le réflexe, ça prouve quand même que j'ai pas de réflexe d'aller demander un t-shirt sur Facebook à un bot d'une boîte qui vend des t-shirts sur Facebook. Mais tu parlais de risque, il y a aussi, on revient, on reboucle un peu sur la qualité, mais le risque qu'on a quand on fait, comme nous, des agents conversationnels, ou le risque qu'une boîte pourrait avoir, c'est un peu lié à la qualité, mais c'est aussi lié du coup à l'attente qu'on peut en avoir. Et l'un des problèmes qu'on a, que ce soit supervisé ou non par ailleurs, c'est juste qu'on a encore plus de problèmes quand c'est pas supervisé, c'est que quand on se retrouve avec une interface qui ressemble à un humain, qui est du conversationnel, et ben d'un coup, on a des attentes qui peuvent être beaucoup plus grandes. Parce que quand on a une interface avec des boutons, bah c'est binaire. S'il n'y a pas le bouton, bon, je ne l'ai peut-être pas trouvé, mais je me dis que ça ne peut pas le faire. Quand j'ai quelqu'un qui parle, eh ben on s'attend à ce qu'il ne puisse pas me dire je ne sais pas ou je ne comprends pas, ou on s'attend à ce que ça réponde. Et donc il peut y avoir des effets déceptifs, même quand on parle de bouton. On va lui demander quelque chose, il va peut-être vous dire ah, bah, du coup, est-ce que vous êtes dans le cas A, B ou C? On va peut-être dire mais attends, mais moi je suis dans le cas D qui n'est pas cité. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'attentes et de déceptions possibles sur l'agence conversationnelle. Et c'est ça la difficulté, je pense, qu'on a. C'est quand on commence à faire nous, tout le monde, on dit à tout le monde qu'on a de l'humain. Et pourtant, il y a des gens qui vont pas comprendre du coup qu'on leur dise que certaines choses soient pas possibles. Parce qu'ils vont dire, bah il y a de l'humain derrière, donc faites-le. Ouais, mais non, parce qu'en fait, il y a de l'humain, mais on essaye quand même de construire quelque chose. Ça, c'est une vraie difficulté. On essaye de construire un agent qui ressemble à un humain, mais il va y avoir des choses qu'il ne sait pas faire quand même par défaut, quoi. Alors du coup, ce qui est intéressant, donc, pour résumer tout ce qu'on sait depuis le début, c'est que donc, fondamentalement, on est quand même aujourd'hui sur un mix machine-humain, on est sur des frottements homme-machine. Simon, ce qui était intéressant, c'est que quand on a préparé cette table ronde, tu parlais d'exosquelette, cette capacité fondamentalement à avoir un humain augmenté, de robots, d'algorithmes, pour lui permettre d'aller plus loin. C'est une vision qui est assez différente finalement de se dire est-ce que les robots vont remplacer avec cette singularité où les robots vont être plus intelligents que les humains? Toi, tu dis pas fondamentalement, on est plutôt sur un enjeu de comment est-ce qu'on augmente la capacité de l'homme à prendre les bonnes décisions et à être en exécution. En fait, la thématique de la conférence, c'est la conversation. Est-ce que c'est un nouveau tournant? La façon dont la conversation elle est traitée, on s'en fout. Enfin, est-ce que c'est de l'humain ou du robot et tout? Peu importe. Le seul objectif qu'on doit avoir en tête, c'est que c'est pratique pour la personne qui a la conversation, quoi. Et donc, effectivement, en ce moment, il y a ce côté, on a envie de tout automatiser parce que ça a l'air moins cher, finalement. C'est-à-dire ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin d'humains, on va pouvoir avoir des millions de conversations avec des millions de gens et ça ne va pas me coûter grand-chose. Mais c'est là où, du coup, tu te contredis, parce que justement, les gens, parce qu'ils ne s'intéressent pas à comment ça marche, ils s'attendent à avoir des miracles, alors que s'ils regardent un peu comment ça marche. C'est plutôt côté marque qui a ce fantasme-là un peu aujourd'hui de je vais être en capacité à tout automatiser, c'est cool, j'ai plus besoin d'avoir un service client, ça va me coûter beaucoup moins cher. Mais in fine, le service, si on faisait ça, le service pour l'internaute, il est de moins bonne qualité. Donc, pour revenir un peu sur une question que tu posais il y a 2 minutes, je pense pas que la recherche du robot ultime et de l'intelligence artificielle ultime, ça soit nécessairement l'objectif qu'on ait à se fixer, parce que c'est un moyen peut-être d'y arriver, mais l'objectif vraiment final, c'est comment je peux avoir la meilleure conversation possible, parce que c'est ça qui génère les meilleurs résultats. Soit pour un étudiant, il va avoir la réponse à sa question, on va pouvoir caler le meilleur rendez-vous au meilleur moment où c'est meilleur pour tout le monde, ou chez nous, ça va faire le meilleur taux de conversion pour nos clients, quoi. Donc c'est pour ça que, effectivement, nous, chez nous, l'intelligence artificielle, on ne le voit pas comme une fin, mais comme un moyen.
Et ce qu'on développe chez iAdvice, c'est que ça vient plutôt faire assister les humains, assister les agents des services clients pour venir répondre en fait aux internautes. Et cette image de l'exosquelette, je vais rendre à César ce qui appartient à César, ça nous vient de quelqu'un de chez Facebook qui travaille notamment sur M. C'est aussi comme ça qu'il commence à le percevoir. Il y a tellement de sujets possibles, tellement de questions, tellement de façons de les rédiger, tellement de fautes d'orthographe, d'acronymes différents, tellement de langues que ça paraît presque inatteignable, le full automatique, quoi. Alors, moi, je rebondis. En fait, nous, c'est vrai qu'on est très marqué par notre écosystème digital, etc. Lorsqu'on voit ce que les Japonais font sur les robots, mais pas les robots digitaux, les robots physiques, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'agences bancaires qui sont en train de fermer et ils sont remplacés par un robot. Et donc en fait, c'est vrai que nous on a un microcosme qui est vraiment autour du digital, donc on regarde ce que l'on fait tous et c'est super. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe en fait au Japon, parce qu'ils ont un besoin très particulier, qui est une population très vieillissante et ils n'ont pas les capacités justement à accompagner cette population. Lorsqu'on voit les robots à la fois dans la gestuelle et dans la réponse, moi je vous invite à regarder. On prend un petit coup parce qu'on a l'impression d'être en avance, mais ce qui se passe là-bas, lorsqu'on parle de transformation, c'est réel. Donne-moi un exemple concret sur la place des robots. Les robots, donc en gros, je vais prendre un exemple très, très concret. Dans certains supermarchés, au lieu d'avoir un accueil physique avec des personnes, tu as un robot. Donc tu vas pouvoir lui poser une question sur ta carte de fidélité. Tiens, où je peux trouver le Nutella j'ai un problème avec ça, etc. Et aujourd'hui, je ne dis pas que c'est automatisé dans 100% des distributeurs, mais il y a déjà plusieurs chaînes bancaires, plusieurs chaînes dans la grande distrie qui remplacent ces accueils qui étaient tenus par des hommes, par des robots. Et pas un écran, un robot. Et donc effectivement, je pense que ça peut aller très très vite. Et à mon avis, si ça va très vite, ça viendra plutôt de l'Asie, clairement, que des US. Ça ressemble plus à un automate quand même, qu'un vrai robot d'intelligence artificielle. Ça remplace l'écran d'accueil plus qu'un humain. Sauf que du coup, maintenant, là où ils étaient il y a 10 ans, effectivement, sur certaines mécaniques très simples, je vous invite, parce que j'avais encore un truc la semaine dernière, ils sont dans des subtilités de conversation que moi je trouve épatantes. Tout est dans pot de Nutella, en fait. C'est vraiment pouvoir demander un objet dans un magasin, demander quelque chose de spécifique dans le magasin, c'est beaucoup plus qu'un écran, en fait. C'est que tu es branché à des systèmes. Tu peux demander plein de choses à un robot. D'ailleurs, maintenant que j'ai trouvé le point où ils sont pas d'accord, je pourrais y aller. Je vais les laisser débattre. Non mais c'est intéressant. Ça veut dire que, en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans cette conversation, c'est que il y a un fantasme autour du robot fondamentalement qui est réel parfois parce qu'il existe et parfois parce que avec des technos de conversation, on a envie d'en mettre un peu partout des robots, mais il y a quand même un enjeu humain qui est encore extrêmement important, ce qui pose des problématiques aussi pour des boîtes de se dire, moi je veux bien mettre de la conversation, mais je suis une start-up, on n'est que 3, je sais pas que ça, pardon du terme, faire, je n'ai pas dit, que de rester derrière mon ordi à répondre aux gens. Et du coup, ça m'amène, du coup je reboucle pardon sur iAdvice, mais sur ce que vous avez lancé avec on dit quoi, Ibu. Avec cette espèce de plateforme où les marques peuvent trouver des experts pour dire, bah voilà, moi j'ai pas le temps, par contre il y a plein de gens sur Internet qui sont hyper spécialisés. C'est un vrai contre-pied, effectivement, à tout ce qu'on se disait sur les robots, avec donc 85 et respectivement 90% d'automatisation. C'est cette capacité de se dire, non, l'humain sera toujours là encore. Ça veut dire que vous ne croyez pas aux robots, c'est-à-dire qu'on n'en aura jamais, ça veut dire que... C'est complémentaire, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. C'est-à-dire que nous, on a des équipes qui travaillent sur ce côté automation, robot, intelligence artificielle. Mais encore une fois, la vision qu'on a, c'est que ça va venir assister les humains et que parfois, tu as besoin de plus d'humains, malgré tout, tu vois, t'as besoin et parfois sur des périodes un peu plus courtes. Donc Ibu, le principe, c'est effectivement comment est-ce que je vais trouver les meilleurs experts qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans mon organisation pour venir de façon ponctuelle ou permanente, mais à des moments où chez moi personne pour traiter ces messages-là, venir assister mes prospects, mes clients sur Internet, quoi. Voilà, mais il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé qui est lié à ça. C'est le mix humain-machine. Il est important pour faire accepter aux gens la responsabilité de l'erreur. Il y a un exemple que j'ai qui est très bon, qu'on va dire qui image bien ça. C'est que sur Julie Desk, quand Julie fait une erreur, au début on va se prendre un shoot. Le client il va dire le truc marche pas.
Et en fait, on s'en sort mieux quand on explique. Alors parfois, c'est pas vrai, mais il s'avère qu'on s'en sort mieux quand on explique qu'en fait, c'est l'humain superviseur qui s'est trompé, qui a laissé passer une erreur, etc., que quand on dit que c'est le robot. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, dans l'image des gens, le robot, s'il fait une erreur, c'est vraiment horrible parce qu'en fait, ils sont tous codés comme ça veut dire qu'ils vont tout le temps refaire l'erreur, etc. Alors que l'humain, on accepte, on dit bah oui, l'erreur est humaine, comme on dit. Donc bon, il va peut-être Alors pas que le les refaire. algos sont faits par des humains. Oui, mais l'algo, il a ce côté prédictif, c'est-à-dire que s'il fait l'erreur une fois et que le bug n'est pas corrigé, il va la refaire une deuxième fois. Alors que l'humain, s'il fait une erreur une fois, il la refera peut-être pas une deuxième fois, et il n'y a pas de notion de il faut updater le code ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, il y a une notion de responsabilité autour du robot qui n'est pas acceptée. Je ne sais pas si on va accepter, qu'il y a des gros débats sur ça, que la Google Car écrase une mémé ou un enfant sur la route parce que c'est un robot. Et que du coup, il y a une notion de responsabilité. On se dit, mince, si elle l'a fait une fois, peut-être qu'il y a les 1 million de voitures dans le monde qui vont aussi écraser mémé dans la même situation. Alors que non mais c'est vraiment ça. Non, mais il a tout à fait raison.